d'ici à la fin du siècle, si on ne fait pas tout pour rester à 1,5 degré d'augmentation de la température de la Terre ou 2 degrés, une partie de l'Asie va devenir désertique. Ça concerne plus d'1 milliard de personnes qui ne pourront plus vivre non plus là où ils habitaient. Donc c'est un phénomène qui est énorme et qui nous concerne toutes et tous, maintenant, aujourd'hui, à cette heure-ci, et dans les décennies qui vont venir, bien sûr. Ce qui est important aussi, c'est de prendre compte de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France de prendre les mesures qu'il faut pour faire face au dérèglement climatique. Et de quelle réorganisation sociétale est-ce que nous parlons ? Et il y a un rapport qui est sorti il y a 1 an qui s'appelle « Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés ?» qui a été écrit par un cabinet d'ingénieurs qui s'appelle BNL Evolution, qui est disponible en téléchargement sur Internet. Est-ce que... Qui l'a lu dans la salle ? Ok. Donc ça, en gros, ils ont tenté de proposer des mesures pour faire en sorte que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre de manière à respecter l'accord de Paris. Donc c'est par exemple passer de 200 000 rénovations de logements par an en 2019 à 1 million d'ici à 2027. Et ça veut dire créer 50 000 emplois par an de personnes qui vont rénover les logements et qui vont former les gens à les rénover. C'est interdire la construction de nouvelles maisons individuelles, sauf des habitats légers. Enfin, en fait, en gros, ce sont dans tous les secteurs de notre vie quotidienne quelles mesures on devrait prendre. Et ça donne l'ampleur du changement dont on parle et qui n'est pas du tout assez compris par l'ensemble de la population. Il y a aussi la notion d'écosystème. Les êtres humains sont une composante d'un écosystème qui comprend la nature et c'est ne plus voir sa vie par rapport à juste ses proches, sa famille, son travail, etc. C'est de se considérer en tant que terrien ou terrienne qui, à chaque fois qu'on fait quelque chose ou à chaque fois que les autres font quelque chose, vont avoir un impact sur le système global. C'est aussi un changement de vision qu'on a besoin d'avoir. Donc c'est ça. Ensuite, c'est identifier les causes du dérèglement climatique et des atteintes à l'écosystème. Donc les causes, il faut les nommer. C'est le modèle économique actuel, le modèle politique qui est influencé par le monde économique, comme vient de le dire Juliette. C'est aussi des dérives démocratiques. Et donc ce modèle économique, il est basé sur la croissance, sur la croissance infinie, alors que la planète est finie et on atteint le jour du dépassement de l'utilisation des ressources naturelles que la Terre peut renouveler en 1 an, tous les ans plus tôt. Cette année, c'était, je l'ai écrit avant-hier, je ne sais plus, en août. Ouais, c'était au mois d'août, enfin bref, ça, voilà. Et donc, se prendre conscience qu'on a déréglé l'écosystème mais que du coup on est dedans. Donc, et c'est aussi se rendre compte que personne ne va nous sauver. Marie l'a dit, les négociations internationales, elles n'aboutissent pas à des changements d'envergure. Et donc c'est nous seuls qui pouvons nous sauver. Et qui pouvons changer les choses. Parce que tout existe déjà, toutes les alternatives qui permettent de changer nos modes de vie, puisque c'est de nos modes de vie dont on parle, surtout nos modes de vie ici dans un pays riche, qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont nos modes de vie qui ont déclenché le dérèglement climatique. On est déjà à une augmentation de 1,1 degré de la surface de la Terre depuis 150 ans, ce qui est énorme en termes d'augmentation, et de rapidité d'augmentation. Et donc, on a déjà tout ce qu'il faut entre les mains pour vivre différemment et pour empêcher d'atteindre les seuils d'emballement climatique. Et cette information-là, on l'a depuis des décennies. Les gouvernements l'ont depuis des décennies, mais ça fait des décennies qu'ils restent dans ce mythe de croissance, d'accumulation des richesses au profit d'une partie de la population, au détriment de la majorité, dans une optique d'enrichissement perpétuel qui creuse les inégalités.
Et donc, cette information-là, elle n'est pas palpable facilement parce que c'est complexe, tous ces systèmes sont complexes. Et c'est avec ce constat-là que les personnes qui ont créé Alternativa, donc qui étaient à la base dans Bici qui veut dire vivre en basque, donc qui était une association locale qui militait pour la transition écologique au Pays Basque, a décidé de créer Alternativa en se disant bon, on n'arrive pas à créer une prise de conscience globale et en plus souvent quand on parle du dérèglement climatique ça fait peur parce qu'on parle de catastrophes etc. et c'est complètement déconnecté de notre vie quotidienne. Donc on va se dire on va partir sur deux adages. Le premier c'est la pratique crée la conscience. La pratique crée la conscience donc on va mettre les gens en mouvement et après, grâce à ça, ils vont être conscientisés à la problématique du dérèglement climatique. Et donc Alternativa est né en 2013 avec le premier village des alternatives où on a réuni sur l'espace public pendant un week-end des personnes qui portaient des projets qui permettent de vivre de manière différente, donc de consommer différemment, de manger différemment, de se déplacer différemment, orientés vers un mode de vie sobre qui permet de construire une société qui est soutenable, qui est solidaire, une société de partage dans lequel la justice sociale est partie prenante. Et donc, quand les personnes arrivent non pas à la base pour militer contre le dérèglement climatique, mais pour organiser un événement de grande ampleur sur la place publique, parce que moi j'aime le vélo, je vais faire un atelier vélo, moi j'aime la cuisine, je vais faire la cuisine végétarienne, etc. Et en prenant part à ce projet, qui est très festif, les gens discutent entre eux et entendent les conférences aussi, les messages radicaux qui sont passés de changement de système. Et c'est comme ça que la pratique crée la conscience. Et c'est le cas pour énormément de personnes qui sont arrivées par une porte d'entrée et qui ont pris conscience de l'urgence climatique et qui l'ont un peu vécu, imprimé dans leur corps. Et ça permet donc de construire un mouvement de masse et avec une vision politique commune. Et la deuxième chose qui est un peu une des bases d'Alternativa, c'est qu'on dit souvent on apprend à marcher en marchant. On est dans une logique de processus, on n'est pas dans une logique d'organisation, on est dans une logique de processus d'un mouvement qui se construit petit à petit. C'est la pratique, notre pratique qui crée les expérimentations concrètes et on a toujours cette volonté de s'adapter à l'actualité et de se retransformer quand on a besoin pour être le plus pertinent possible au bon moment. Et ça, on le fait en suivant deux axes. L'axe de développement des alternatives, donc de proposition d'une société alternative, soutenable, juste, solidaire, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et ça, c'est proposer, c'est un programme constructif, on va dire, c'est possible, regardez, il y a tout ça qui existe. Et le deuxième axe, c'est les actions de résistance, d'opposition et de non-coopération aux projets qui continuent à émettre des gaz à effet de serre et à aggraver le dérèglement climatique. Et cet axe-là, c'est plutôt Action non violente COP21, dont le mode d'action est la désobéissance civile. Parce que si on avait un siècle, on pourrait se dire on va changer petit à petit nos modes de vie en mettant en place ces alternatives, après ça va devenir la norme sociétale. Mais là, en fait, on est déjà en retard par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, on a besoin de changements massifs, radicaux et rapides. Et le fait d'utiliser la désobéissance civile, c'est un moyen d'action qui marque les esprits et qui permet en tout cas, qui pour nous a un potentiel énorme de transformation sociétale et culturelle. Ça a déjà été prouvé dans l'histoire plusieurs fois. Donc, ce fonctionnement, la création du mouvement
il repose sur un choix stratégique. Et notre choix stratégique, c'est la non-violence. Enfin, la non-violence, c'est à la fois un choix stratégique, mais c'est aussi à la fois une culture interne qu'on a dans notre mouvement. Donc, le choix stratégique, c'est qu'on pense que, à l'heure actuelle, étant donné que le dérèglement climatique concerne l'humanité entière, qu'il concerne nos modes de vie, c'est que pour changer le système, il va falloir que la majorité de la population change son mode de vie. Donc, on a besoin que le plus de personnes possible aient envie de changer leur mode de vie et impulse un mouvement qui va entraîner l'autre masse de la population. Et la stratégie lutte non violente, elle permet de mobiliser l'opinion publique. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi les actions non violentes. Et la deuxième chose, c'est donc la non-violence, c'est nous, notre culture, elle est imprégnée en fait dans nos choix d'organisation et d'animation du mouvement. Pour nous, on a développé des outils qui sont à la fois efficaces dans nos combats politiques, mais qui permettent aussi de développer cette culture. Et donc, comment on a fait ? On a juste mis en place quelques règles techniques qui sont hyper simples, mais qui ont une portée politique énorme pour nous. C'est, par exemple, les méthodes d'animation de réunion. Donc, on utilise des signes de communication non violente, avec les mains, quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. On demande la parole pour prendre la parole. Il y a à chaque fois des animateurs qui animent les réunions, ou des animatrices, une personne qui note les prises de parole et les paroles sont données dans l'ordre où elles ont été demandées. Et ça permet quoi ? Ça permet que tout le monde se sente à l'aise pour prendre la parole. Ça permet que chacun puisse avoir l'opportunité d'exprimer son opinion, de développer ses idées et d'être respecté, d'être écouté. Ça permet aussi d'atteindre... et il y a aussi une autre règle, c'est que on compte les nombres de prises de parole d'hommes et de femmes. Quand on est en coordination, par exemple, avec 150 ou 200 personnes dans la salle, on a un système où on chronomètre les prises de parole des hommes et des femmes et le nombre de fois où les hommes et les femmes ont pris la parole. Et toutes les 2 heures, on fait un bilan. Alors, au début, c'est toujours les hommes qui parlent beaucoup trop longtemps et beaucoup plus. Et en fait, au fur et à mesure qu'on explique ça, l'assemblée se régule. Les hommes se disent « Ah bah, j'ai parlé un peu moins » ou « Bah non, là, c'est bon ». Et les femmes se disent « Bon, bah, je vais parler plus ». Et à la fin de la journée, on a une régulation qui se fait dans les prises de parole. Et ça, c'est un pas vers la parité qui est un objectif à la base d'Alternativa. C'est 5 hommes qui ont lancé Alternativa. Et maintenant, il y a énormément de femmes, enfin, le mouvement est très paritaire, beaucoup de femmes qui ont des responsabilités dans le mouvement. Des postes, des missions à responsabilité parce qu'on n'a pas de poste. Ce mode de fonctionnement-là, il permet une appropriation des sujets par les gens qui est très rapide. Une personne qui arrive dans Alternativa, en moins de 6 mois, elle peut devenir un cadre politique parce que c'est une méthode qui permet d'exprimer les potentiels de chaque personne. Et en demandant la parole, on casse les systèmes de domination. C'est pas celui qui va parler le plus fort qui va pouvoir parler. Non, c'est la personne qui a demandé la parole et on la respecte. C'est aussi donc une manière de réinventer une culture démocratique, une culture qui est beaucoup plus participative. Et c'est aussi d'incarner ce qu'on prône. On veut une société qui est égalitaire, on veut une société qui est non violente, et donc la culture de la communication non violente, de la non-violence et de la bienveillance qui est une base encore de nos interactions, eh bien, elle permet dans notre lutte d'incarner ce vers quoi on veut aller, ce qu'on veut comme société. Et donc, c'est s'accorder à notre projet politique. Puisque notre objectif, c'est que chaque être humain puisse vivre dignement en étant respecté. Et ça suppose d'être entraîné, d'être formé, parce que la non-violence, c'est pas notre premier instinct.
c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Moi, quand je me prends un gaz lacrymo dans les yeux, j'ai pas envie de me laisser faire, ou quand je me prends un coup de matraque par un policier, j'ai envie de riposter. Mais on s'entraîne justement pour ne pas faire ça, parce qu'on pense que l'image a beaucoup plus d'impact. Si on voit justement un policier qui réprime des militants non violents pour défendre des industriels du pétrole qui sont en train de faire une réunion à l'intérieur d'un palais, et ben ça c'est une image forte, et c'est ça qu'on veut, c'est stratégique. Et donc on n'est pas du tout dans la fin justifie les moyens, c'est le contraire là de ce qu'on veut avec l'approche de la non-violence. Et donc, dans notre quotidien aussi, cette culture de la non-violence, elle permet de vivre la lutte au quotidien de manière joyeuse, de manière enviable, parce que les gens se crient pas dessus, les gens se respectent. Quand on a un conflit, on le résout en communication non violente, et tout ça, ça crée une atmosphère qui attire aussi les gens. C'est aussi une porte ouverte. Souvent, il y a des bénévoles qui viennent sur un village, comme ça, c'est des potes de potes, ils viennent pour 1 heure. On les retrouve le samedi, on les retrouve le lundi matin à 4 heures en train de démonter les dernières barrières. Parce qu'il y a cette culture-là. Et donc ça, c'est une mesure radicale contre la culture de la violence sociétale. C'est un acte politique de changement, et c'est parce que le système actuel, il tient sur la domination, et la domination, c'est une violence qui se décline envers les femmes, envers la nature, envers les peuples autochtones et les êtres humains. Donc, et le changement de système, il ne va pas se faire en pensant la solution avec le même schéma de pensée. On est dans un système patriarcal qui a été fondé par des hommes, et on va pas trouver la solution en restant dans un système patriarcal. On a la volonté de créer une société égalitaire, donc on fonctionne déjà en intégrant ce principe, parce que le changement, il se fera pas sans les femmes. Et pour conclure, le bon moment pour agir, c'était il y a 20 ans. On a déjà déclenché le dérèglement climatique. Nos droits et nos libertés sont déjà menacés. On rentre, selon les scientifiques, dans la 6e extinction de masse. Mais le GIEC continue à nous dire que chaque fraction de degré compte. Et ça, c'est très important, parce qu'on a des décennies de travail devant nous, parce que le chemin qu'on choisit, il faut que ce soit celui qui nous amène à l'endroit où on veut aller. Et tout ce qu'on fait sur le chemin, qu'on marche ou qu'on danse sur le chemin, c'est ce qui va matérialiser la société qu'on va créer. Et donc, je finirai sur une citation de Gandhi qui illustre très bien notre projet politique et la manière dont on le met en place. C'est « La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence ». Merci.